Amis de Beffrovision, bonjour. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve pour vous présenter le journal télévisé de cette semaine. Le menu de cette semaine est relativement chargé. Nous commencerons par la remise de diplômes aux anciens 3e du collège, puis nous assisterons à 2 vernissages d'exposition et à l'approche de la Toussaint, au lavage des tombes et à la visite du cimetière par les autorités communales. Nous visiterons le marché aux bestiaux qui s'agrandit, puis nous assisterons au conseil d'agglomération d'Avesnes-les-Aubert et, pour terminer, la rediffusion d'archives d'il y a 20 ans, le spot sécuritaire et nos brèves locales. Jeudi 20 octobre, au théâtre René-le-Dieu, a eu lieu la cérémonie de remise des diplômes nationaux du brevet et des certificats de formation générale aux anciens de 3e du collège qui se sont replongés dans les études. C'est notre ami François qui a réalisé le reportage. Quid de ses propres résultats à l'examen? Voyons. Bien, bonsoir Beffrovision, merci d'être à nos côtés. Je suis Laurence Sédon, la principale du collège Jean Rostand et j'ai le plaisir avec mes collaborateurs, l'équipe de direction, les professeurs, de remettre ce soir les diplômes nationaux, d'abord des premiers secours, des gestes qui sauvent, des attestations de certificats de fin d'études et bien sûr du diplôme national du brevet. Alors je remercie monsieur le maire Serge Chiméon qui nous met à disposition ce très beau théâtre municipal Art déco, où on va accueillir les parents, féliciter les élèves. Après 4 ans de collège, eh bien, on leur donne ce que tous les collégiens de 3e passent, un diplôme national. Le ministre de l'Éducation nationale a voulu que ce soit une remise de diplôme de façon républicaine parce que la République, c'est liberté, fraternité, égalité. Fraternité, je le mets en 1 parce que ça développe la citoyenneté, la solidarité des jeunes et on y travaille pour les mener aussi vers le lycée. Pour plus de citoyenneté, plus de responsabilité et d'autonomie. Alors ce soir, c'est une forme de fête. On va chanter l'hymne national qui a été créé en 1792 à Strasbourg par Rouget de Lille. Et donc, on aura une cérémonie républicaine pour les féliciter puis leur dire que le jour où ça va pas, ils ont quand même été honorés et ils pensent à passer les épreuves comme ils l'ont déjà fait par le passé, et à continuer le chemin qui peut monter, qui peut être plat, qui peut être ardu, caillouteux, mais les élèves doivent apprendre ce soir qu'ils peuvent réussir et qu'ils doivent avoir confiance en eux et que les professeurs, les parents les accompagnent et reconnaissent aussi qu'ils peuvent progresser et réussir. Voilà, on a tous des talents. Alors, 156 élèves de 3e général, 76 mentions, 18 très bien, 29 bien et 28 assez bien. Et l'établissement scolaire, via le département, donne un cadeau par les parents d'élèves. Ça doit être une batterie de téléphone ou d'ordinateur, de tablette. Et le département, via notre budget, va donner 30 € très bien, 20 € au bien et 10 € au assez bien. Donc j'espère que ça va motiver ceux de l'an prochain. En tout cas, un gros investissement pour les faire réussir. Ravi d'être présent ce soir à la cérémonie républicaine de remise des diplômes. C'est toujours un temps fort pour moi de revoir les anciens, de voir ce qu'ils sont devenus, comment ils ont évolué, puis là où ils sont. Parce qu'on a eu aussi beaucoup de changements entre le mois de juin et le mois de septembre pour les inscriptions. Donc voilà. Et puis on remet des cartes cadeaux, des diplômes, des batteries. Voilà, un moment de convivialité important, comme il doit y en avoir. Et puis un phénomène aussi qui nous permet, vous savez, de passer des années collège aux années lycée. Voilà, donc un bon moment, une belle cérémonie. Merci à vous. Alors, bonjour chers Cathésiens, Cathésiennes, et bien bienvenue à la salle du théâtre René-le-Dieu. Ce soir, il y a la remise républicaine pour ceux qui ont obtenu le brevet, le CFG. Donc nous sommes parents d'élèves, moi Madame Guérin, présidente de la PELC. Donc avec mes collègues, ce soir, nous allons remettre les récompenses. Donc cette année, on a voulu un peu changer. Donc on a mis en place des cartes cadeaux d'une valeur de 5 € à valoir dans une entreprise du Caudrésie.
sans citer le nom. Et chacun va recevoir une carte de 5 € offerte par la PELC. Les CFG, on va offrir des batteries. Nous restait des batteries de l'année dernière. Alors pour pas les perdre, on a décidé de les offrir aux CFG ce soir. Donc ça fait une valeur de plus de 800 € de récompense ce soir. Ils ont travaillé durant tout le cycle de 6e jusqu'à la 3e pour obtenir le brevet, le CFG. Donc on les félicite et on est toujours fiers de nos élèves quand ils partent de 3e et qui vont dans d'autres horizons. Et tout ça, c'est une fierté pour nous en tant que parents d'élèves, en tant qu'on les suit. Et aujourd'hui, c'est une belle récompense de les voir sourire devant leur diplôme. À l'Office de tourisme du Cateau, vernissage de l'exposition Nos fiches recettes. Projet mis en œuvre par l'association Adassi auprès d'un petit groupe de catésiennes s'exerçant à la linogravure avec le concours de Maureen Morel. Admirons ses autoportraits. Alors ici, on est pour la restitution du projet Famille numérique, un financement CAF et cofinancé par le département. Donc depuis 3 ans, les personnes travaillent ici autour de différents ateliers, donc informatique, cuisine, santé bien-être, art plastique. Et donc pendant 2 ans, elles ont refait leurs recettes de cuisine avec l'animatrice, qu'elles ont retranscrit sous forme de fiches. Donc je me permets, Donc elles ont illustré ces fiches, retravaillé en informatique. Et donc voilà, on a l'ensemble des recettes qui ont été faites pendant 2 ans. Et sur cette dernière année, le groupe a pris de l'autonomie et on leur a proposé de présenter leurs propres recettes. Et donc, elles ont réalisé leurs recettes qu'elles ont présentées à l'ensemble du groupe, essayé et illustré leurs portraits pour illustrer leurs propres fiches. Donc à la fin de l'année, elles auront leurs fiches avec leurs recettes. Et donc on voit ici tous les tableaux qui ont été réalisés en gravure. Je vais laisser Maureen présenter sa technique. Donc elles ont réalisé des gravures pour illustrer leurs propres recettes. Des gravures sur lino. Voilà. Donc le lino, c'est du Balatom. Il y a d'abord une étape de dessin où elles ont pu donc dessiner sur les plaques et après graver avec des gouges les plaques pour faire une gravure en creux. Ensuite, il y a eu toute l'étape d'impression. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle de la gravure à fond perdu. Donc elles ont commencé par enlever le blanc, imprimer une première couleur, continuer à graver, imprimer une seconde couleur, jusqu'à obtenir le dessin final, le noir, imprimé en dernier sur toutes les couleurs imprimées. Donc il y a à peu près 5 tirages en couleur de chaque portrait et 2-3 tirages en noir et blanc. Alors en art plastique, j'ai réalisé mon portrait ici. Et j'ai réalisé la recette torta di spaghetti alla pam pam, ce qui est un gâteau de spaghetti en fait. C'est une recette qui est basée sur des spaghettis avec des œufs et on peut l'accommoder comme on veut. Alors après, au niveau de tous les ateliers que j'ai pu faire, j'ai acquis beaucoup de compétences. J'ai fait des choses que je ne me croyais pas capable de faire en fait. J'ai appris à faire confiance, j'ai appris à parler comme là aujourd'hui. C'était pas facile. Alors, pour faire mon gâteau spaghetti, il faut simplement des spaghettis, 2 œufs, du parmesan. Alors, si vous voulez le faire aux légumes, il faut des tomates, des poivrons, des courgettes. Alors,
Dans l'huile d'olive, on fait revenir les légumes. On les coupe d'abord en dés. On les lave, bien sûr, avant. On le fait revenir dans de l'huile. En attendant, on fait cuire les spaghettis. Quand les spaghettis sont cuits, on les met dans un saladier. On met 2 œufs dedans, battus en omelette. On mélange, on rajoute le parmesan. On remélange encore une fois. Et on rajoute les légumes qui sont cuits. Après, vous enfournez dans un plat beurré pendant 20 minutes à 180 degrés. Donc c'est une recette que j'ai animée pendant un atelier parce que c'était à moi de présenter une recette. Et je suis assez fière de l'avoir fait parce que j'ai appris aux autres à faire quelque chose qu'ils ne connaissaient pas forcément. J'ai choisi cette recette parce que justement, c'était une recette que tout le monde ne connaît pas. C'était stressant, mais c'est cool à la fois. Déjà, ça va me manquer les liens qu'on a créés. Et puis, c'était intéressant de venir les matins pour découvrir des choses que j'aurais jamais découvert avant. On a également la chance d'être exposé sur la façade du musée Matisse jusqu'au 22 décembre. Donc, c'est une belle visibilité dans la ville pour ses habitantes. Et on sera ici jusqu'à la fin du mois d'octobre. Au cours de ces 3 années, moi, j'ai vu ces femmes, et ces mamans, ces habitantes évoluer. J'ai récolté leurs témoignages, et notamment celui de Madison, je me permets de le citer, qui avait souhaité arrêter l'art plastique en début d'année ou l'année dernière parce qu'elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle faisait. Comme disait Maureen, elle chiffonnait tout le temps son travail dans un coin ou quoi que ce soit. Et ici, c'est la première à m'avoir envoyé les photos du musée en disant « Je suis fière de mon travail, je suis fière de ce que j'ai fait ». Et je pense qu'elles peuvent être toutes fières de ce qu'elles ont fait. Bravo, mesdames. Du coup, je voudrais remercier Marie-Sixtine, Maureen et toute l'équipe qui nous ont suivis au cours de ces 3 dernières années. Merci à vous tous. Merci à toi, Maureen. Merci, Marie. Voilà. Merci à vous. Ce jeudi 27, à l'approche de la Toussaint, une vingtaine de jeunes du LALP ont procédé au nettoyage des plaques, vases, tombes du cimetière. Les dons récoltés pour ce travail serviront à financer les futures activités de ces jeunes. Je les mets où ça? Je les mets là? Ouais. C'est lourd, hein? Non, ça va. Mets-les sur la tombe là, comme ça. On casse pas, on fait rien tomber. Il y a un truc pareil. Il y a un verre là. Je sais pas ce que ça fait. Mettez dans l'autre. Ouais. Oh, j'en ai pas sur moi. Nous on est de ouf. Bah ouais, fais les côtés. Si tu veux. Attention. C'est noir. Normalement, d'abord il faut faire l'éponge et après il faut faire le râteau. Oui. Ah ouais, parce que sinon on a fait tout à l'heure. Vous avez du javel? Ah ouais, on vient d'en mettre. Ah, j'ai pas vu. T'arrêtes là. Donc bonjour, donc Benoît, enfin je commence à être connu je pense à force de passer à Beffroi Vision. Donc je suis responsable du secteur jeunesse sur le Cateau, au secteur Animus, donc nouveau nom, fini le nom du LALP. Donc voilà, on est comme chaque année présent sur le cimetière où les jeunes font l'opération lavage de tombe. Là encore, comme chaque année, notre opération prend de l'ampleur. On est encore victime de notre succès puisque là on a une petite trentaine de tombes à faire par rapport à l'année dernière qui était à peu près, il me semble, de 24 tombes. Donc d'année en année, on a de plus en plus de gens qui répondent positivement à l'action menée par les jeunes. Cette action du coup, elle nous sert à autofinancer les projets des jeunes. Donc là, sur cette action, du coup, l'autofinancement servira soit pour du matériel où ils ont besoin pour leur local, ou soit pour réduire le coût de participation de leur séjour d'été.
Non, ça sera brosse à dents. Ouais. On va mettre sur le côté. Côté là. Ouais. Attention, on va avoir un petit peu d'eau. Ah, je peux pas plus mettre là. Un petit papier. Je mets là. Tu vas savoir la poser ou... Moi, je sais pas. C'est bon. Attends. C'est pour mettre dans les lettres. Comme chaque année, à l'occasion de la Toussaint, visite des élus au cimetière, rue de Fémy. Accompagnons-les pour les visites. Alors nous sommes donc au cimetière aujourd'hui, dans l'enceinte du cimetière, pour la bonne raison que la ville du Cateau-Cambrésis met toujours un point d'honneur à l'approche de la Toussaint, à l'avant-veille de la Toussaint, se réunit avec les élus, les familles pour le traditionnel dépôt de gerbes sur la tombe des anciens maires, sur la tombe des anciens conseillers généraux, la tombe également des doyens, curés de la paroisse, également la tombe d'Auguste Herbin, l'artiste peintre, et la tombe de Jean-Pierre Coupry, artiste peintre également. Et cette année, on va innover parce que, pour la bonne raison que, à l'initiative de Mathieu Davoine, Olivier Descamps et de moi-même, nous avons contacté Monsieur le maire et il est d'accord pour aujourd'hui honorer la tombe de Jules Deloffre. D'abord, les remerciements, dans un premier temps, évidemment, vont au gardien qui fait un travail extraordinaire à longueur d'année. D'ailleurs, tous les gens qui viennent de l'extérieur nous le disent. Ils nous disent vraiment, vous avez un cimetière d'une propreté exemplaire. Il faut aller loin pour avoir un cimetière comme cela. Donc évidemment, nous sommes très, très heureux d'avoir un gardien qui travaille et qui travaille avec cœur et nous en sommes très satisfaits. Le deuxième remerciement, vu que tu allais me poser donc la question, remercier Monsieur Benoît Alliot, qui est le référent du LAP, le prime-toi, pour le nettoyage qu'il effectue toutes les années à l'approche de la Toussaint avec les enfants du LAP pour gagner quelques petits deniers pour soit un petit voyage ou voilà quoi. Je ne voudrais pas oublier d'excuser Monsieur le maire, qu'il est très, très pris en ce moment. Il y a également Monsieur Modarelli, le premier adjoint, qui lui est en Italie, qui s'est excusé également. Et puis je voudrais également excuser Monsieur l'abbé Jean-Denis, qui malheureusement aujourd'hui ne pourra pas être parmi nous. Donc voilà, les gens sont excusés et c'est très bien. Suite à la fermeture du marché aux bestiaux d'Arras, d'importants travaux sont effectués au marché aux bestiaux du Cateau. Une mise aux normes est nécessaire pour accompagner son développement, où transitent chaque semaine entre 600 et 700 têtes de bétail. À noter que ce marché, qui est une chance pour le Cateau, est le dernier des Hauts-de-France. Visitons le marché. On est sur le site du marché aux bestiaux, bien entendu au Cateau-Cambrésis. C'est pour confirmer l'engagement de la ville et de la région pour aménager ce site. Il faut rappeler d'abord que le marché d'Arras ayant fermé en fin d'année dernière, nous avons accueilli avec beaucoup de plaisir tous les marchands aux bestiaux qui allaient à Arras. Et aujourd'hui, on accueille encore beaucoup plus de Bretagne, de Normandie, et même des Italiens viennent une fois tous les 15 jours. Je pense qu'il fallait défendre cette filière qui a plus de 1000 ans au Cateau, et donner à la ville ce trésor et l'entretenir. Vous savez, le plus beau des trésors, c'est celui qu'on entretient un peu tous les jours. Et le marché aux bestiaux, comme l'abbatiale, comme l'hôtel de ville, comme Matisse, c'est des trésors pour la ville et c'est une image. Donc on est content d'avoir lancé des travaux. Moi, à titre personnel,
Bon, ces travaux, mais je vais laisser Mathieu expliquer, c'est à peu près 350 000 €. La région est intervenue en soutien à hauteur de 150 000. On espérait beaucoup de l'État et du département, j'espère, qui viendront sur un autre site d'aménagement, ce qu'on appelle la halle. Quoi qu'il en soit, je suis content qu'on ait arrêté cette régie qui existait avant et qu'on ait confié la gestion à 2 associations dont les présidents sont là, qui font vivre et activer. Moi, je crois au professionnalisme entre les gens. Et eux, ils connaissent bien les métiers, ils connaissent bien le fonctionnement, ils connaissent bien la façon d'engager les débats entre les éleveurs. Et n'oubliez jamais une chose, c'est que les lieux d'échange ici, ça fait vivre facilement 2-3 000 personnes, puisque derrière, il y a des familles. Derrière, les bêtes, il faut les élever avant qu'elles deviennent grosses. C'est un lieu d'échange. Et les marchands s'y retrouvent parce que les bêtes sont de meilleure qualité, donc le prix d'achat au kilo est plus élevé. Et de plus en plus, des bouchers ou même des semi-groupes dans la restauration viennent ici, au lieu d'aller dans des groupes ultra privés. Alors on est en secteur concurrentiel, mais je pense qu'on repart sur des bonnes bases et je suis content d'avoir le milieu associatif. Je vais laisser Mathieu Davergne parce qu'il a beaucoup de chance. Il était à l'Abbatiale dans le cadre du patrimoine, le marché aux bestiaux fait le patrimoine et il fait aussi le tourisme, donc il vous expliquera. Beaucoup de choses ont déjà été dites par rapport à ce nouveau projet. Alors, l'idée, c'est pas de déplacer le centre névralgique de la ville, mais on voit effectivement l'importance que peut prendre aujourd'hui notre marché aux bestiaux. La redynamisation qu'on a pu y mettre, surtout à l'intérieur, et bien sûr avec le concours de tous les acteurs aujourd'hui qui sont présents avec nous. Et c'était le moyen aussi donc de montrer simplement l'état de l'action, où est-ce qu'on veut aller, là où on a pu partir et là où on va arriver pleinement donc avec ce beau projet de halle qui va suivre également dans le temps. Oui, les travaux consistent, selon les observations des services vétérinaires. Nous avons démoli l'aire de lavage pour la refaire en doublant sa superficie, pour accueillir non plus un camion mais 2 au lavage. Avec ceci, nous avons enterré 5 cuves de 20 mètres cubes sur une totalité de 100 mètres cubes pour alimenter justement cette aire de lavage. Donc les récupérations d'eau de pluie ont lieu derrière vous, du marché, de la petite salle de restauration et de la future halle. On récupérera les eaux pluviales pour alimenter ces cuves. Économiquement et écologiquement, c'est dans l'air du temps et ça servira à tout le monde. Je vais laisser la parole à Alexandre. Après, nous, j'ai rien à ajouter. On remercie quand même la mairie de nous soutenir ici pour l'activité du marché, comme disait Monsieur Siméon. Ça fait vivre plusieurs familles, ça fait vivre aussi les marchands d'aliments qui sont derrière, les vétérinaires ici, les vétérinaires du Cateau. Voilà, c'est tout un circuit, un cercle pour la profession. On aura d'autres projets pour les services vétérinaires à faire par la suite, comme la réhabilitation des quais pour le bien-être animal et la fermeture du site pour la sécurité. Je passe la parole à Alexandre. Au Cateau, on peut être fier d'avoir le dernier marché des Hauts-de-France. C'est quand même grâce à la mairie et son entourage que le dernier lieu existe. On a subi en 2021, la filière a subi en 2021 la fermeture du marché d'Arras, la fermeture de l'abattoir de Valenciennes. Et tout ça, ça a quand même mis en alerte la profession et on a su accueillir au Cateau toute cette profession-là et on peut s'en réjouir parce que toutes les semaines maintenant on accueille 700 animaux. C'est ouvert le lundi, le mardi et le jeudi. 700 animaux, c'est devenu le 3e ou 4e marché de France. Et puis une référence aussi au niveau national puisque on fait des cotations France Agrimaire. C'est la base de référence que disait Monsieur le maire. C'est la base de référence pour les professionnels, les éleveurs. Et puis après la grande distribution et la boucherie traditionnelle. Voilà. Je vais repasser la parole à Camille parce qu'il va vous faire une annonce. On a un marché de Noël et donc c'est ouvert au public. Et alors le 3 décembre ici au Cateau-Cambrésis, il y a un marché concours d'animaux de boucherie. Voilà. Alors les animaux arriveront le matin vers 7h. Il y aura un jury qui passera pour sélectionner les championnes. Et il y aura la remise des prix vers 11h et la vente des animaux, pour repartir après en boucherie artisanale et aussi en supermarché. Donc tous des bovins des Hauts-de-France. Et c'est ouvert à partir de 10h du matin au public. Il y aura la restauration sur place et la buvette. Voilà. On vous attend nombreux.
Après une période de tourmente, il y a quelques mois, on voit émerger la réussite des deux assos quand même, hein. Ça n'a pas été évident. Faire venir des gens d'Arras et même un peu plus loin au marché aux bêtes. Au début, il y avait un peu de réticence et puis Camille a réussi à mobiliser pour venir ici. Et c'est une forme de reconnaissance du territoire. Et puis, je vais vous dire, quand on se trouve au Cateau, qu'on a un cadre de verdure, des pâtures et tout ça, alors que le marché de Rethel connaît des difficultés, ben, il faut garder la richesse de nos terroirs. C'est pas quand des industries partent, sidérurgiques ou autres, qu'on dit si on avait su, on les aurait conservés. Il faut mieux être acteur quand l'urgence nous demande à être acteur et réussir l'avenir de demain. La qualité de vivre, c'est aussi la qualité de bien manger, hein, et de savoir ce qu'on consomme. Et non pas, vous savez, quand je vais à Paris, j'y vais moins souvent, mais quand j'allais à Paris, dans les restaurants, vous avez l'origine de la viande, c'est viande made in Argentine le plus souvent. Bon, on s'interroge et les contrôles sont moins poussés que chez nous en France. Et la gastronomie, la valeur du terroir, c'est quand même important. Merci. Sur un air de sobriété énergétique, la CA2C a tenu son conseil d'agglomération à Avesnes-les-Aubert. Quelles sont les mesures et les résolutions prises lors de ce conseil? Écoutons le président Serge Siméon s'exprimer sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette session ici? Il y a beaucoup de choses à retenir, mais je pense que vous allez me poser des questions motivantes. D'abord, on l'a fait à Avesnes-les-Aubert, dans une salle des fêtes d'Avesnes-les-Aubert entièrement rénovée. Et la commune a bénéficié des fonds d'État, de la région, du département et de l'agglo. Et on voit le travail de qualité, tout en maintenant un équipement au service de la population. Et ça, c'est le rôle d'un maire. Donc c'était une réunion quasiment de fin d'année budgétaire. Mais je vais vous laisser me poser les questions, André. Qu'est-ce qui ressort de l'épineuse question énergétique? On a pris des mesures énergétiques pour économiser les dépenses et bien sûr leur surcoût. On estime que les dépenses d'électricité vont être multipliées par 4, hein, c'est les maires. Les maires, la conférence des maires l'annonce, le SIDEC aussi, comme pour les particuliers. Et on a dû prendre des mesures sur les équipements qui relèvent de nous. Tout d'abord sur les 2 piscines, même s'il y en a une qui est fermée, qui j'espère rouvrira en janvier, on a joué sur les températures des bassins. Actuellement, dans les grands bassins, on est à 28 degrés, on descend à 26. Bon, on va sur la mer du Nord, on se baigne à 21 et il y a toujours un peu de vent. Donc ça doit aller, puis c'est 2 piscines qui sont couvertes. Après, on réserve une seule des piscines dans un créneau qui sera déterminé. On n'a pas encore vérifié auprès de la société qui gère. On maintiendra les bébés nageurs, mais sur une seule piscine, parce qu'à ce moment-là, les bassins doivent être poussés à 32 degrés. C'est une surconsommation. Et on maintient les piscines ouvertes quasiment toute la semaine, excepté le dimanche après-midi. Alors ça, on peut le faire actuellement parce qu'on a un contrat avec la société qui nous le garantit jusqu'en 2023. Si on regarde autour de nous, Lille, il y a une piscine qui va fermer. À Valenciennes, il y a une partie de la piscine qui ferme. Et à Cambrai, c'est les Ondines qui va fermer, hein, qui est une piscine de quartier, pas la piscine principale. On est tous confrontés à ce problème. Le deuxième facteur qu'on a décidé tous ensemble, c'est sur l'éclairage public. Ça, c'est important. On a décidé de prolonger d'une nuit la fermeture de l'éclairage public. Je vais rester sur le cas du Cateau et de Condry, ils sont identiques. On fermait l'éclairage public du dimanche jusqu'au jeudi et on rallumait l'éclairage public le vendredi au samedi et le samedi au dimanche. Et au Cateau comme à Caudry, on avait choisi 23h, 4h. À l'Agglo, c'est 23h, 5h. Le Cateau et Caudry remboursent pour 7 heures de tous les jours. L'Agglo, c'est le principe de droit commun. On doit traiter tout le monde de la même façon. Donc on a décidé tous ensemble de fermer l'éclairage public maintenant du vendredi au samedi et on laissera l'éclairage public allumé, éclairé, maintenu la nuit du samedi au dimanche. Donc ça me paraît important de souligner ça.
On va continuer, on espère terminer le déploiement du LED. On a plus de 11 000 points de LED, mais il n'y a pas que l'ampoule qu'on doit changer. Quelquefois, c'est tout le support et tout. Donc on va continuer cette politique développement durable et énergétique. Et ça me paraît important pour tous nos bâtiments communaux, qu'ils soient administratifs, techniques, crèches, de garderie, crémato. Les températures qu'on a fixées, c'est 19 degrés, comme au Cateau, dans toutes les écoles, comme à Caudry. Et la nuit, ça sera 17. Voilà, c'est les principales mesures. Après, il y en a d'autres, mais c'est plus ciblé sur certains équipements. Donc il faut qu'on rentre comme le particulier dans une maîtrise de ses dépenses énergétiques. Parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus assumer les factures. Ça va exploser, M. Biancou. Exploser, et le terme n'est pas des plus moindres. Je crois qu'on va faire souffrir les gens, on va faire souffrir les collectivités locales, les entreprises. Ce matin, j'étais avec des entreprises. Pour peu que les entreprises sont obligées d'avoir des halls de congélation ou qui prennent beaucoup d'électricité, ou les endiviers maintenant, ils vont déposer le bilan. Vous allez avoir plein d'entreprises qui ne pourront plus payer. C'est beaucoup de gens qui posent la question sur le site des Quatre-Vaux. Alors, le site des Quatre-Vaux, il avance bien, puisqu'on continue. L'État m'a convoqué en tant que président de l'intercommunalité sur la zone des Quatre-Vaux, parce qu'il était menacé avec la loi de août 2021, climat et résilience. L'État veut supprimer les zones d'activité économique et les rendre au monde agricole. Mais bon, vous savez bien que ce qu'on affiche un jour, il faut l'adapter au territoire. Bon, le préfet considère, et on remonte au ministère quand c'est comme ça, le préfet considère que des terres agricoles sont prises par des projets. On leur explique que c'est des projets structurants. Le canal Seine-Nord avec je parle au niveau région, c'est 4 ports, mais tout au long du canal, on prend des terrains. Bien sûr, pour accéder. Et les 4 ports. Après, vous avez le port autonome de Dunkerque qui est en plein développement. Et vous avez des usines, surtout dans les batteries électriques, où on a pris des terres agricoles. Alors nous, la défense que l'on dit toujours, c'est que, premièrement, l'aménagement du territoire, c'est aussi le volet économique. Et c'est important pour les grosses agglos, les grosses villes, mais c'est aussi important pour une agglo de notre taille. Ça, c'est le volet sur lequel on se défend. Et donc, on est arrivé à un accord avec monsieur le préfet, c'est ce qu'on appelle un contrat, un deal. Donc, la zone des Quatre-Vaux continue, mais on est obligé de refaire, à cause de la loi climat et résilience, de nouvelles études liées à l'environnement durable. Donc, on y travaille. Le principal, c'est que cette zone, qui est de 20 hectares, est protégée pour l'avenir. Elle ne sera plus remise en cause dans le schéma de cohérence territoriale et dans le SRATET. Elle est actée. Et vous savez qu'à Caudry, on n'a plus de terrain. Donc ça va être actuellement, c'est les seuls terrains qu'on aura sur l'agglo en développement économique. Sauf si la loi évolue, mais on n'aura jamais les 20 hectares qu'on a là, quoi. Après, il y a aujourd'hui aussi dans l'économie, puisque vous me parlez, on a voté 250 000 € d'aide à des artisans, des commerçants. Il y a plusieurs artisans et de commerçants du Cateau qui ont touché des aides. Et ça veut dire qu'on gonfle ça. Et après, on a donné des aides à l'installation de nouveau dans les politiques structurantes de TPE. Voilà. Ça, c'est l'action économique, mais c'est compliqué. Alors bon, je pense que pour la zone des Quatre-Vaux, si tout va bien à l'étude environnementale, avec tous les turpitudes que nous crée l'État, puisqu'on est obligé de refaire... d'aller voir jusqu'à quelle hauteur sont les nappes phréatiques, des tas de... Vous savez, c'est la direction, la DTM de l'État, voilà. Et on travaille, on a dû reprendre un bureau d'études, mais on travaille ardemment. Là, on attend qu'on voyait que la société Carlson, ça fait 3 ans et demi qu'on est dessus pour qu'elle s'installe au Cateau, que les travaux commencent et vont se réaliser. Il a fallu 3 ans et demi. Après, on a des gens qui viennent prospecter, qui veulent, parce qu'ils savent que demain, des surfaces comme ça, ils n'auront plus, puisque la loi va les recadrer. Voilà, donc c'est des dossiers longs qui mobilisent beaucoup d'énergie, mais il faut y croire. Bon. Et on va y croire. C'est en dehors de cette réunion, mais
il y a les gens du Cateau qui se posent la question, pourquoi est-ce qu'il y a des plaques sur notre rond-point? Alors là, il y a des plaques sur 2 ronds-points. Le rond-point des Quatre-Vaux et le rond-point à la sortie vers la route de Basuel. Mais tout simplement, le maire n'y peut rien, l'agglo n'y peut rien, c'est l'État pour autoriser le passage des éoliennes qui mettent des plaques sur les ronds-points. Alors il y a un diagnostic par l'huissier qui est fait avant, et ils vont devoir le remettre en état. Mais vous imaginez combien que ça coûte, hein? Enfin, c'est la notion des mesures, mais on ne peut pas s'y opposer. Donc c'est pour ça. Après, aujourd'hui aussi, on a délibéré sur l'ancienne Ferménio pour le Cateau. Je parlerai que du Cateau, parce qu'après, il y a des choses qui arrivent un peu. Il nous restait un peu plus de 3 hectares. Vous savez, c'est les terrains qui appartiennent à l'agglo, à côté de l'entreprise Frediem, sur la route de Basuel. Et là, on a un promoteur qui veut acheter ces terrains et qui a des projets d'aménagement qui ne seront pas industriels, mais qui ne seront pas non plus du logement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il a un portefeuille et il va essayer de les négocier, mais je pense qu'il y a déjà des choses dans sa négociation, tout en sachant qu'on le fera ensemble après, les installations. Mais là aussi, il faudra permis de construire, il faudra étude des sols, mais on est bien parti. Et on peut aller jusqu'au service technique, puisqu'on donnera une sortie de l'autre côté des services techniques, route du Pomereuil. Voilà les dossiers sur lesquels on vit. Après, des dossiers sur l'habitat, des subventions. C'est très dense, l'agglo, ça touche à tous les secteurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'habitat? L'habitat, je peux vous dire qu'on avance beaucoup, permis de louer, permis de diviser. On avance beaucoup sur des nouveaux projets, hein, et on est reconnu comme tête de pont sur les politiques d'habitat, de développement de l'habitat. Mais l'habitat que l'on voudra développer dans nos communes, quelles qu'elles soient, va être dépendant aussi de la loi climat et résilience. Donc il faudra que nous, on se bat pour avoir le droit à développer de l'habitat. On est dans un moment où c'est contraint et on subit l'action. Alors bon, on a parlé aussi, l'État nous a donné une actualisation de nos bases un peu pour augmenter notre aide compte tenu des dépenses énergétiques, compte tenu de la hausse des salaires dans la fonction publique. Et pour parler à l'Assemblée nationale, je préviens, l'État voudrait faire 7% de fiscalité sur le foncier bâti l'année prochaine. L'État dira que c'est donner de l'argent aux communes parce qu'il y aura les dépenses énergétiques et puis les dépenses de personnel. Mais voilà où on en est, quoi. Alors, quel est l'esprit de vos collègues de l'agglo? Il y a un très bon état d'esprit parce qu'on se voit souvent dans les commissions, en conférence des maires. Et on arrive au conseil communautaire, on a vu tous les points à soulever. Et donc on arrive à un accord et il y a une volonté chez moi que je veux protéger les communes rurales. Elles sont quand même moins de latitude financière. Et c'est pour ça qu'on maintient nos brigades vertes, du patrimoine, de peinture. Et je pense qu'il faut continuer avec elles. La solidarité, vous savez, c'est pas un vain mot chez nous. C'est pas Caudry et le Cateau qui vont tout prendre. La solidarité, c'est répartir sur le territoire. Voilà. C'est la vie ensemble. Bon, je pense que nous n'avons rien oublié de cette réunion. J'espère. Enfin, il y avait beaucoup de points de détail, mais on ne va pas embêter nos amis cathésiens et cathésiennes. Merci en tout cas de votre présence. Merci. Merci. Retour de 20 ans en arrière. 2002. Quelle surprise nous réserve la fête d'Halloween au quartier du Corbeau? Puis, à l'école Curie, sous forme d'hommage à André Dordain, instituteur et directeur de l'école qui nous a quittés en 2011, que l'on voit sur l'image chantée. Halloween fêté par les enfants du quartier du Corbeau.
Halloween à l'école Curie. Un petit coup de manivelle. Un petit coup de manivelle. Et voilà l'orgue de Barbarie. Il va jouer sa ritournelle. Et du jusqu'à minuit. Voilà, le papa de Jessica. Cette fois, le spot cybersécurité se penche sur le délicat problème du piratage des données informatiques relatives aux données bancaires et à la sécurisation des paiements en ligne sur lesquels tout un chacun doit porter une vigilance accrue pour ne pas se faire gruger. Dans la vie, vous avez appris à vous méfier des offres trop alléchantes, à ne pas acheter n'importe quoi, n'importe où, et à protéger vos codes secrets. Sur Internet, apprenez à déjouer les pièges, à repérer les signes qui sécurisent vos achats, et ne communiquez vos mots de passe ni par mail, ni par texto, ni par téléphone. Votre sécurité commence par votre vigilance. Tous nos conseils cybersécurité sur lesclésdelabanque.com. Et voici nos brèves locales. Programme chargé au musée Matisse. En effet, les samedis 5 et dimanche 6 novembre aura lieu le week-end de finissage de l'exposition Harmonie des sphères. Au programme du samedi 5 novembre, dès 15h, dans l'auditorium, les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach pour trio à cordes seront interprétées par les solistes du concert d'Astrée. Au programme du dimanche 6 novembre, dès 14h30, dans l'auditorium, Céline Berchiche, historienne de l'art spécialiste d'Auguste Herbin, donnera une conférence sur le thème « Le cercle dans l'air ». La conférence sera suivie dès 16h, devant le vitrail Joie de Herbin, d'une création musicale pour un pianiste et des chanteurs sur le thème « Matisse en musique », interprété par l'Académie musicale de Fontaine-aux-Bois. Le musée départemental Matisse invite les visiteurs à assister aux manifestations de ces 2 journées et à célébrer la clôture de l'exposition Harmonie des sphères. Le musée était ouvert de 10h à 18h. Les entrées et animations sont gratuites. Pour les animations des 5 et 6 novembre, réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles, au numéro suivant 03 59 73 38 06. Samedi 5 novembre, à 10h30, à la médiathèque du Cateau, pour les fins connaisseurs de rap et aussi pour les novices en la matière, un spectacle-conférence sera donné par Ismaël Métis, Mac Métis pour les années rap, sur le thème « Le rap, une histoire de vieux, une musique de vieux ». Allez, je vais vous mettre à l'aise. Souvenez-vous, James Brown, Jules, les pantalons pas de def, les Blackouts de 1977, Sylvia Robinson, Charles Aznavour, les grottes de Lascaux, le Dr. Dre. C'est quoi ce Bronx et ces couleurs du métro de New York? Simplement quelques personnages et lieux que l'on croise dans cette odyssée ludique et pédagogique sur les traces du courant artistique majeur du dernier demi-siècle, le hip-hop. Le rap est une musique de vieux, mêle narration, musique et vidéo dans une forme iconoclaste, proche des conférences gesticulées avec du rap dedans. Venez nombreux rêver à cette époque 90-2000.
Ce journal est maintenant terminé. Merci à Claude pour son excellent travail de reportage. Merci pour votre fidélité à Beffroi Vision et pour ne rien manquer, retrouvez-nous sur notre site officiel, notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Ah, j'oubliais, une petite dernière, les joies de la langue française. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de main. Parmi les différentes mesures prises pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, il a été demandé de ne pas se serrer la main. Par contre, il est recommandé, à défaut de se moucher dedans, de se serrer les coudes. Il ne faut donc plus tendre la main, ne plus faire des pieds et des mains, seulement des appels du pied, afin de garder la main libre. Si vous avez la main mise à la tête d'une association, c'est que vous vouliez vous retirer demain, impossible de passer la main. Certes, il reste la solution de vous maintenir, mais si l'on veut vous en faire sortir maintenant, ce n'est pas très élégant et l'on peut très vite en venir aux mains. Pour les amoureux qui ont le cœur sur la main, il est illusoire de le donner, ni même de le partager. Les mariages vont tomber en désuétude, car plus personne ne fera la démarche pour demander la main de l'être aimé. Autre conséquence grave pour la démocratie. Désormais, la politique de la main tendue est vouée à l'échec. Être pris la main dans le sac sera moins grave que de donner un coup de main. Bien sûr, si la main gauche doit ignorer ce que fait la main droite, mais si elle a donné de l'argent de la main à la main, il sera nécessaire de lui passer un savon. C'est dans la tribulation qu'il convient d'être fort. L'épidémie génère un sentiment de peur. La solution ? S'en laver les mains ou prendre son courage à deux mains, surtout en main propre. Et dans le cas d'une main baladeuse, aller à la police déposer une main courante. Allez, au revoir et à demain.